Mes parents plaisantent sur le fait que je devrais épouser mon cousin depuis que j'ai 14 ans. Mon petit ami a dit que c'était dégoûtant. Je viens d'une famille très riche, du genre qui a de l'argent depuis des générations, et mes parents ont été très clairs. Tout homme avec qui je serais sérieuse aurait besoin de leur approbation, sinon je perdrais tout. L'héritage, le fonds fiduciaire, la sécurité financière, tout disparaîtrait si j'épousais quelqu'un qu'ils n'aimaient même pas. Je ne pensais pas que c'était grand-chose. Je pensais juste que mes parents étaient vieux jeux et protecteurs. Ils voulaient s'assurer que je sois avec quelqu'un digne de la famille, quoi que cela signifie. Donc, je pensais que tout ce que j'avais à faire était de trouver quelqu'un de bien, de le présenter à mes parents, d'obtenir leur approbation et de vivre heureuse pour toujours. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Chaque petit ami que j'ai ramené à la maison pour les rencontrer a rompu avec moi peu de temps après. Ils rencontraient mes parents au dîner et juste après, ils disparaissaient. Simplement. Tout a commencé quand j'ai amené mon premier petit ami sérieux en première année de fac, Ellie. Mes parents l'ont invité pour le dîner du dimanche. Et tout se passait bien jusqu'à ce que, au milieu du repas, mon cousin Nolan entre en portant une tarte. J'étais confuse, personne ne m'avait dit qu'il viendrait et il semblait aussi confus que moi. Ma mère s'est illuminée immédiatement. Ah, super, Nolan est là. Elle a réorganisé les places pour que Nolan soit à côté de moi. Ellie a été reléguée au coin de la table et à partir de ce moment, ma mère a continué à diriger la conversation vers Nolan, ses notes, son stage, son brillant avenir. Chaque fois qu'Ellie parlait, mon père levait les yeux au ciel et redirigeait la conversation vers Nolan. Puis ma mère m'a dit: "Toi et Nolan étiez toujours si mignons ensemble. Tu te souviens quand vous vous teniez la main aux réunions de famille?" J'avais 8 ans. Nolan a regardé son assiette, embarrassé. Après ce dîner, Ellie a rompu avec moi. Il a dit qu'il ne pouvait pas rivaliser avec quoi que ce soit que c'était. Puis vint la 3e année de fac et Marquis. Nous sommes sortis ensemble 5 mois avant que je ne le laisse rencontrer mes parents. Je pensais que si j'attendais plus, il verrait que j'étais sérieuse. Mais voilà que Nolan était déjà là quand nous sommes arrivés. Il m'a pris à part et a chuchoté: "Ils m'ont juste dit de venir. Je ne sais pas pourquoi je suis là." Ma mère avait mis la table, donc Nolan et moi étions côte à côte. Marquis de l'autre côté de la table. Mon père a fait la conversation puis a sorti de vieilles photos de famille. "Voici notre arbre généalogique", a-t-il dit, montrant à Marquis comme si c'était un cours d'histoire. "Regardez ici, les cousins se mariaient tout le temps avec des cousins à l'époque. Ça gardait la terre unie, ça gardait le sang fort." Il a dit ça comme s'il était fier, puis il nous a regardés, Nolan et moi. Je voulais disparaître. Marquis a essayé de sourire, mais ses yeux montraient qu'il était mal à l'aise. Une semaine plus tard, il m'a dit qu'il n'était pas prêt pour quelque chose de sérieux. Le 3e petit ami était Will. Nous étions ensemble depuis 8 mois et je l'aimais vraiment. J'ai prévenu que mes parents étaient intenses. Il a dit qu'il supporterait. Il a rencontré mes parents à Thanksgiving, mais ils ont assis Will au bout de la table et Nolan s'est retrouvé juste à côté de moi. Ma mère a commencé à évoquer un voyage en famille quand j'avais 15 ans. "Toi et Nolan étiez si doux cet été-là. Tout le monde pensait que vous étiez ensemble. Certains ont même demandé si vous étiez fiancés." Elle a ri. Mon père est intervenu. "Honnêtement, ce serait si terrible. Vous avez de bons gènes tous les deux. C'est comme ça qu'on bâtit des dynasties." Je suis devenue sérieuse. Nolan se massait les tempes. Plus tard ce jour-là, mon père a coincé Will dans le couloir. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais Will est revenu pâle et a à peine parlé. Il est parti plus tôt et ce soir-là, il m'a envoyé un message. "Ton père m'a dit que je devrais reculer avant de me faire humilier." J'ai appelé Nolan en pleurant et il a dit: "Je suis désolé, je leur ai déjà dit d'arrêter." Environ 100 fois. Puis finalement est venu Kendall. Nous étions ensemble depuis 1 an et demi. J'étais amoureuse de lui et cette fois, je l'ai prévenu de tout. Nolan, les commentaires, tout. Il a dit qu'il s'en fichait. Pendant le dîner de Noël, nous sommes entrés et bien sûr, Nolan était déjà là. Mes parents en étaient déjà à leur 3e verre de vin avant le plat principal. Puis ma mère s'est levée euphorique et a dit: Ok, avant le dessert, nous devons voir ça. Tu devrais embrasser Nolan." Elle me regardait, puis Nolan. Mon père a commencé à applaudir lentement. "Allez, juste un baiser pour la famille, les ancêtres seraient fiers." Puis les deux ont commencé à crier en chœur: "Embrasse, embrasse, embrasse", comme s'ils avaient 12 ans. J'étais paralysée. Nolan semblait horrifié et Kendall s'est levé. "Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? C'est dégoûtant." Le visage de mon père est devenu froid. "Surveille tonton, fiston, tu es un invité ici." Ma mère s'est tournée vers moi. "Si tu sors par cette porte avec lui, c'est fini. Pas d'héritage, pas de propriété, rien." Je l'ai regardé, puis mon père, et j'ai saisi la main de Kendall. "Je préfère être heureuse que de participer à quoi que ce soit que c'est." Nolan m'a retenu par le bras à la porte. "Je veux dire, je serais ouvert à l'idée si tu l'étais." Kendall lui a donné un coup de poing. J'ai gagné 450 millions, mais j'ai continué à travailler comme concierge pour que ma famille toxique ne le sache pas. Pendant 3 ans, ils m'ont traité comme une ordure et hier, ils m'ont mis à la porte parce que je leur faisais honte. Aujourd'hui, je suis arrivé en Bugatti pour récupérer mon carton d'affaires. Papa s'est évanoui sur la pelouse quand il a vu qui conduisait. Il y a 3 ans, je me suis arrêté dans une station-service après mon quart de travail à l'hôpital. J'ai acheté un ticket de loterie parce que le gros lot était énorme. Les numéros ont été tirés et après impôt, 289 millions sont tombés sur mon compte. Mais 2 nuits avant même de vérifier les numéros, j'ai entendu mes parents en haut-parleur avec ma tante. Ils ne savaient pas que j'étais à la maison. Papa a dit que si jamais je gagnais de l'argent un jour, il devrait intervenir immédiatement car je gâcherais tout en une semaine. Maman était d'accord et a dit qu'il me ferait signer une procuration et placerait l'argent dans un fonds qu'il contrôlerait. Ma tante m'a traité de simple d'esprit, disant que j'étais assez intelligent pour frotter les planchers, mais pas assez pour assumer des responsabilités. Ils ont ri. Alors, quand j'ai gagné 6 jours plus tard, j'ai fait un choix. J'ai continué à frotter les planchers, j'ai gardé ma vieille berline, j'ai continué à vivre dans ma chambre d'enfant et j'ai observé. La première année, j'ai remarqué qu'on me servait toujours en dernier au dîner, les plus petites portions, et je devais m'asseoir au bout de la table où maman pouvait m'envoyer chercher des choses. En novembre de cette année-là, papa m'a envoyé manger dans le garage parce que je sentais les produits de nettoyage. Je me suis assis sur l'établi près des clubs de golf pendant que ma famille riait à 5 mètres de là. Mon téléphone affichait 289 millions. J'aurais pu acheter leur maison, la rue entière, mais j'ai attendu. J'avais besoin de voir s'ils avaient changé. En février, la transmission de la voiture de maman a lâché. Une réparation de 3200 $. Je l'ai entendu pleurer à cause de l'argent. 2 jours plus tard, l'assurance a appelé au sujet d'un crédit pour une erreur de facturation. C'était moi. Je les ai appelés, j'ai payé anonymement. La facture d'électricité de papa en retard de 847 $. Il a reçu un appel d'un programme communautaire, c'est moi. La dette de carte de crédit de mon frère, 4200 $. La banque l'a annulée dans le cadre d'un programme pilote. J'ai payé directement. La réparation du toit, 8900 $. J'ai payé la différence à l'entrepreneur en espèces et je lui ai dit d'appeler ça une remise. 3 ans, 47 300 $ au total parce qu'ils sont toujours ma famille, mais ils ne m'ont jamais vu. Au dernier Noël, Père Noël secret. Mon frère a eu des écouteurs, ma sœur a eu un sac de créateur et j'ai eu des lingettes de nettoyage à 1,99 $. Le mot disait: "J'ai pensé que tu pourrais utiliser ça au travail." Pour mon anniversaire, ils ont commandé une pizza suprême. Ma préférée est au pepperoni, ça l'a toujours été. Quand j'ai mentionné les olives, papa a dit: "Il ne s'agit pas toujours de toi." C'était au dîner de mon anniversaire il y a 2 mois.
2 mois, la fête de l'entreprise de papa, et il a présenté mon frère comme mon fils, le gestionnaire de compte, ma sœur comme ma fille, la directrice du marketing. Quand quelqu'un a posé des questions sur moi, il a dit c'est mon autre fils, il travaille dans les installations de l'hôpital. Il n'a même pas dit concierge. Très honteux. Puis c'est arrivé hier soir. Le vice-président de papa est venu nous voir, une grande opportunité de réseautage. Je suis rentré à 21h de mon car, encore en uniforme. J'ai essayé de monter les escaliers silencieusement. Papa m'a vu et le VP a demandé c'est votre fils? Papa a dit c'est lui, il a du mal à trouver sa voie. Nous le laissons rester ici par charité, mais cela devient un fardeau. Il n'arrive pas à garder un vrai emploi. Puis il m'a tendu un carton rempli de vieux chiffons de garage devant tout le monde. Puisque t'en nettoyé, prends ça. Il est temps de partir. Tu as 30 ans et c'est embarrassant pour nous tous. J'ai pris la boîte, je suis monté dans ma berline, j'ai conduit jusqu'à un hôtel 5 étoiles. Suite présidentielle, 4800 $ la nuit, j'ai commandé un filet mignon. Ce matin, je suis allé au garage privé où je gardais ma Bugatti de 4,3 millions. Le minuit personnalisé, acheté content il y a 1 an mais jamais conduite. Attendant le bon moment. Aujourd'hui, c'était le bon moment. Je me suis engagé dans leur rue à 14h47, le moteur a grondé comme le tonnerre. Tous les voisins se sont arrêtés, l'une a lâché son râteau. Je me suis garé devant leur maison. Mon frère est sorti le premier, il a vu la voiture, a lâché son téléphone qui s'est brisé sur le béton. Papa est apparu derrière lui, puis il m'a vu. La porte en élytre s'est levée et je suis sorti. Et papa, il a demandé à qui est cette voiture? J'ai dit à moi. Il a ri. Tu es concierge, tu n'as pas les moyens. J'ai dit il y a 3 ans, j'ai gagné à la loterie 451 millions. La rue est devenue silencieuse. Les genoux de papa ont fléchi. Tu as quoi? J'ai ouvert mon application bancaire. 447 923 188 $. Son visage est devenu blanc, puis ses yeux ont roulé et il est tombé raide sur la pelouse. Maman a hurlé. Mon frère a couru vers lui. Je suis resté là à côté de ma Bugatti pendant que les voisins sortaient leur téléphone pour tout filmer. Papa s'est réveillé après 30 secondes. Ça ne peut pas être vrai. J'ai dit le carton que tu m'as donné est sur le siège passager, encore plein de chiffons. Je suis monté dans la voiture. Papa a rampé vers moi à genoux. S'il te plaît, nous allons changer, nous sommes une famille. J'ai dit j'ai créé un fonds fiduciaire. Il couvre votre hypothèque, vos factures, vos assurances, assez pour une vie modeste. J'ai fermé la porte et je suis parti. Dans le rétroviseur, papa était toujours à genoux. Tous les téléphones étaient relevés. Je n'ai jamais regardé en arrière. Quelle a été la goutte d'eau qui vous a fait renoncer à vos parents? Je suis allergique à 17 choses différentes. Fruits de mer, noix, soja, œufs, produits laitiers, sésame, certains colorants alimentaires. Je l'ai découvert entre 4 et 9 ans grâce à des visites à l'hôpital qui m'ont appris ce que l'on ressent avec un épipène. et le son du soupir agacé de ma mère lorsque je suis aux urgences pour la 4e fois ce mois-là. En revanche, ma sœur aînée n'était allergique à rien. À 10 ans, je connaissais déjà la procédure. Vérifier chaque étiquette pour les ingrédients, transporter 2 épipens, poser des questions sur la contamination croisée. Mon allergologue a donné à mes parents un dossier sur les aliments sûrs, les aliments dangereux, les protocoles d'urgence. Maman l'a mis dans un tiroir et ne l'a jamais rouvert. C'est trop compliqué, dit-elle. Surveille-toi toi-même, c'est toi qui as les allergies, pas moi. J'avais 10 ans. Le dîner était ce que Stéphanie voulait. Poulet sauce aux arachides 2 fois par semaine, crevettes frites le vendredi, gratin au fromage. Je restais assis là avec une pomme de terre au four nature et des carottes vapeur pendant qu'il mangeait de vrais repas. On ne peut pas changer toute notre vie parce que tu as des problèmes, m'a dit papa une fois. Mais j'ai continué à essayer. Je me suis convaincu que si j'étais assez bien, il me verrait. Si j'étais parfait, peut-être qu'il réaliserait que je valais la peine qu'on s'adapte pour moi. Alors, je suis devenu parfait. J'ai eu les meilleures notes. Je suis devenu le chef de la comédie des Gooners de l'école. Je ne me suis jamais plaint de ma nourriture fade ou des déjeuners que j'apportais de la maison. J'ai commencé à chercher des recettes sans allergènes et à les laisser sur le comptoir, pensant que peut-être ma mère en essaierait une, mais elle ne l'a jamais fait. J'ai essayé de participer à leur conversation pendant le dîner. J'ai appris les centres d'intérêt de Stéphanie. J'ai posé des questions sur sa vie. Elle répondait par un seul mot et retournait à son téléphone. Mes parents ne m'ont jamais posé de questions sur les miens. J'ai dépensé l'argent que j'avais économisé sur le déjeuner pour acheter un livre de cuisine proposant des versions sans allergènes des recettes de ma mère. J'ai préparé le dîner un soir, sans danger pour moi, exactement comme ce qu'ils aimaient. Papa a pris une bouchée. Coup bizarre. Où est la vraie version? Rien n'a fonctionné. Avance rapide jusqu'à la terminale, et il y avait une cérémonie à l'école pour les élèves ayant une assiduité parfaite et l'excellence académique. 4 ans sans jamais manquer un jour, j'avais maintenu la moyenne maximale malgré tout. J'ai prévenu mes parents 2 semaines à l'avance, je l'ai écrit sur le calendrier, j'ai envoyé des messages de rappel, tout cela dans l'espoir que peut-être cette fois, il viendrait. Le jour J est arrivé, et je me tenais en coulisses dans ma robe, celle que j'avais achetée avec mon propre argent. Je pouvais voir l'auditorium se remplir, les familles et des autres enfants occupant des rangées entières, des pères avec des appareils photos, des frères et sœurs tenant des fleurs. J'ai cherché les miens, priant pour qu'ils se montrent. Quand mon nom a été appelé, j'ai traversé la scène, j'ai reçu mon certificat et le chèque de la bourse. J'ai regardé dans le public une dernière fois, et les sièges qui étaient réservés aux membres de ma famille étaient des sièges vides, tous les 4. J'ai conduit seul jusqu'à la maison, en pleurant. Je suis resté assis dans la voiture pendant 10 minutes dans l'allée, regardant mon certificat et la lettre de bourse. J'essayais de comprendre. Ils avaient promis. Maman m'avait dit en face qu'elle ne manquerait ça pour rien au monde. Quand je suis entré, ils étaient dans le salon. Des boîtes de pizza partout, du genre chargé de fromage que je ne pouvais pas manger. Comment ça s'est passé? M'a demandé maman, les yeux toujours fixés sur la télé. Vous n'êtes pas venu. Elle a dit Oh chérie, Stéphanie avait besoin de nous, tu sais comment c'est les déménagements. J'ai dit, je vous ai prévenu il y a 2 semaines. Vous aviez promis. Papa a enfin levé les yeux. Tu as eu ton certificat, n'est-ce pas? C'est quoi le problème? Stéphanie a pris une autre part. On peut finir le film maintenant? Je suis resté là dans mon costume, tenant la preuve que je valais quelque chose, et il n'avait pas pu prendre 2 heures. J'ai failli mourir 4 fois, me suis-je dit. Vous avez agi avec agacement à chaque fois. J'ai eu les meilleures notes pendant 4 ans. J'ai rejoint vos clubs. J'ai appris vos passe-temps. J'ai fait vos recettes avec des ingrédients qui ne me tueront pas, et vous ne pouvez pas vous pointer pendant 2 heures. Quelque chose en moi s'est tout simplement arrêté. Je suis monté, j'ai commencé à faire mes valises. J'ai appelé la mère de mon meilleur ami. Je peux rester chez vous jusqu'à l'université? Elle a dit. Je suis déjà en route. J'ai laissé un mot sur la table de la cuisine. Je reste chez un ami jusqu'à nouvel ordre. Ne commencez pas à vous inquiéter pour moi maintenant. Vous ne l'avez jamais fait de toute façon. La semaine dernière, papa a laissé un message vocal depuis un numéro aléatoire. Tu es ridicule. La fête de fiançailles de Stéphanie est en décembre et tu dois être là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je l'ai bloqué. J'ai appris que la famille, ce n'est pas l'ADN. C'est qui se présente, qui se souvient que tu existes, qui célèbre tes victoires, même quand elles sont petites. J'ai arrêté d'agir comme interprète en langue des signes pour mon meilleur ami sourd après 4 ans et j'ai choisi le pire moment possible pour le faire. Quand mon meilleur ami Lucky a perdu Louis dans un accident de voiture, je me suis inscrit à des cours de langue des signes avant même qu'il ne sorte de l'hôpital. Au moment où il a pu me regarder sans pleurer, je signais déjà plus vite que son propre frère. Ce qui rendait cela ridicule, c'est que Lucky lit parfaitement sur les lèvres, utilise des applications qui transforment les paroles en texte sur son portable et se débrouille parfaitement bien tout seul. Cependant, sa petite amie, Diane, a décidé que le véritable amour signifiait tout faire tourner autour de son handicap et soudainement, on attendait de moi que j'interprète toutes les conversations, même quand Lucky s'en sortait seul. Cela a commencé à leur pendaison de crémaillère, alors que Lucky parlait avec ma
femme, lisait sur ses lèvres et riait. Et Diane a accouru, m'a attrapé le bras et a dit que je devais signer pour lui parce qu'il manquait des choses. Il ne manquait rien, mais elle continuait à me pousser entre eux, insistant pour que je traduise des mots qu'il avait déjà compris. J'ai continué à le faire parce que chaque fois que j'essayais de dire non, Lucky avait l'air de penser qu'il était un problème, comme s'il gâchait la soirée de tout le monde. Diane a commencé à s'inviter à toutes les rencontres, annonçant que j'étais l'interprète de Lucky et me pointant du doigt sans utiliser mon nom. Au barbecue de mon frère, elle a dit à ma mère que c'était inspirant de voir à quel point je m'étais dévoué pour aider les moins fortunés, et le visage de ma mère a changé. Soudain, elle a regardé Lucky comme s'il était un cas social, comme si elle n'avait jamais vu à quel point il était fragile auparavant, et Lucky l'a remarqué, regardant le sol et ne parlant plus du reste de la soirée, bien qu'ils connaissent ma mère depuis 6 ans. Le pire a été la fête du premier anniversaire de ma fille, où mes parents sont venus en avion, et mes beaux-parents ont fait 4 heures de route, mais j'ai passé tout l'après-midi à signer des conversations dont Lucky n'avait pas besoin parce que chaque fois que j'essayais de tenir ma fille, Diane me tapotait l'épaule en m'ordonnant de traduire. À un moment donné, elle a tapoté la tête de Lucky comme s'il était un chien et a dit à ma mère qu'il s'en sortait bien, mais que les endroits bruyants le submergeaient. J'ai vu quelque chose s'éteindre dans ses yeux. J'étais tellement occupé à traduire que j'ai raté le gâteau et les cadeaux de ma fille. Je n'ai pris aucune photo avec elle et ma femme a arrêté de me parler ce soir-là, disant que je choisissais leur confort au lieu de ma famille. Elle n'avait pas tort. Ensuite, la sœur de Diane s'est fiancée et Diane a insisté pour que j'aille à la fête, pour que Lucky n'ait pas l'air bizarre tout seul. Quand je suis arrivé, la maison était bondée avec plus de 50 personnes, la moitié étant de la famille que Lucky n'avait jamais rencontrée. Et Diane circulait en me présentant comme l'interprète de Lucky, disant qu'il parlait à travers moi. Cousin après cousin regardait à travers Lucky et me parlait comme s'il était un meuble. Quand quelqu'un a demandé ce que Lucky faisait, Diane a interrompu en disant quelque chose avec des ordinateurs et a demandé de dire qu'il était très intelligent malgré tout. Le visage de Lucky s'est figé en entendant de quelqu'un qui était censé l'aimer la même phrase qu'il entendait des médecins et des inconnus. Quand le père de Diane s'est levé pour porter un toast, la salle est devenue silencieuse. Et Diane a dit assez fort pour que je l'entende qu'elle me ferait traduire pour qu'il ne rate rien, me regardant et exigeant que je signe tout pour qu'il se sente inclus, car c'était difficile pour lui d'être près de gens normaux. Elle s'attendait à ce que je continue à signer pour la faire passer pour une héroïne parce qu'elle sortait avec un handicapé, mais je me suis arrêté et mes bras sont tombés. Lucky semblait confus et Diane a froncé les sourcils en demandant ce que je faisais et j'ai dit non. Les gens se sont retournés. Elle a rougi et a demandé ce que je voulais dire, prétendant que Lucky en avait besoin, mais j'ai dit Lucky n'a besoin de rien. Il lit sur les lèvres, utilise des applications et gérait bien. Les conversations avant que tu décides qu'il ne le pouvait pas, c'est toi qui as besoin de ça. Tu as besoin que tout le monde voit à quel point tu es bonne d'aimer quelqu'un de cassé. Sauf qu'il n'est pas cassé et je ne suis pas ton accessoire. Je me suis tourné vers Lucky et j'ai signé directement. Elle t'appelle son petit ami sourd devant tout le monde et elle dit aux gens que tu es intelligent malgré tout. Elle a dit à sa mère que tu avais de la chance d'avoir quelqu'un prêt à gérer ta situation. Lucky ressemblait à quelqu'un qui le savait déjà, mais qui ne voyait que maintenant le tableau complet. Diane a essayé de forcer un rire en disant que j'exagérais et a demandé à Lucky de démentir, mais il n'a pas bougé et son sourire s'est effondré. J'ai pris ma veste et je suis sorti. Diane a essayé de distraire tout le monde, mais Lucky est sorti juste derrière moi et la moitié de la salle l'a suivi. Quelques jours plus tard, Lucky m'a raconté qu'il avait rompu avec elle en signant. Je savais comment elle parlait de moi. Je pensais juste que c'était peut-être le mieux que je pourrais obtenir. Quelqu'un qui peut tolérer cette partie de moi. Je lui ai dit, être sourd est la chose la moins intéressante chez toi et cela ne définit pas qui tu es. Quelqu'un au travail n'arrêtait pas de me voler de l'argent dans mon portefeuille. Alors j'ai remplacé les billets par de l'argent de cinéma recouvert d'une encre bleue semi-permanente. Le patron a convoqué une réunion d'urgence pour voir à qui appartenaient les mains qui étaient redevenues bleues. La première fois que c'est arrivé, je m'en suis voulu. J'étais sûr d'avoir 3 billets de 50 dans mon portefeuille ce matin-là. Mais à l'heure du déjeuner, il n'en restait plus que 2. Je suis resté dans la cuisine à compter comme un homme perdant la raison, puis j'ai laissé tomber. La deuxième fois, je n'ai pas laissé passer. Je savais avec la certitude de quelqu'un qui vérifie son portefeuille chaque matin comme une prière que j'avais 200 et à la fin de la journée, 50 avaient disparu, sans reçu, sans souvenir, simplement volatilisé. Je suis allé au RH et Linda m'a écouté avec une sympathie répétée, puis m'a dit que le vestiaire n'avait pas de caméra. En raison de la politique de confidentialité, elle a suggéré que je contrôle mieux mes dépenses. Je suis analyste financier senior, je gère des décimales pour gagner ma vie. Mais les RH n'étaient pas le pire. Le voleur ne prenait pas seulement mon argent, il prenait ma crédibilité. Chaque fois que je mentionnais de l'argent disparu, je remarquais les roulements d'yeux. Et Derek, notre meilleur vendeur, le Golden Boy qui ouvrait chaque réunion du lundi par un discours sur l'intégrité, me tapait sur l'épaule en disant: mon pote, il vaudrait peut-être mieux réduire les dépenses du week-end. Il riait, tout le monde riait, et quelque chose en moi qui s'appelait autrefois la dignité continuait de rétrécir. 3 mois, $600, une réputation de gars qui ne sait pas gérer son propre portefeuille. C'est là que j'ai cessé d'être en colère pour devenir chirurgical. J'ai passé un week-end à faire des recherches et j'ai trouvé 2 choses. D'abord, de l'argent de cinéma, des répliques de billets de qualité cinématographique, légaux à posséder, identiques au vrai argent, et ensuite de la poudre de détection de vol, un composé policier utilisé par les banques depuis des décennies, invisible une fois sec, complètement indétectable, mais qui, dès qu'il touche l'humidité de la peau, déclenche une réaction chimique produisant une encre bleue indigo vive que le savon ne peut pas enlever. Une liaison semi-permanente avec la kératine de la peau qui met 5 à 7 jours à disparaître. J'ai lu cette phrase 3 fois et j'ai souri pour la première fois. Dimanche soir, table de la cuisine, gants en latex, pinceau fin, et j'ai peint chaque faux billet des 2 côtés avec la patience d'un homme désamorçant une bombe. J'ai laissé sécher, je les ai empilés dans mon portefeuille. 5 billets de 50, un piège parfait. Lundi, je n'ai rien changé. Sac et casier, portefeuille et sac. Il fallait que le voleur se sente à l'aise. Mardi matin, mon rythme cardiaque était un tambour que je ne pouvais pas faire taire. J'ai posé mon sac à 8h15. Je me suis assis à mon bureau en fixant des feuilles de calcul que je ne pouvais pas lire. Chaque chiffre se dissolvant dans une seule pensée. Morts à 12h30, je suis allé au vestiaire et j'ai ouvert mon portefeuille. Vide, tous les billets avaient disparu. Je n'ai pas crié, un calme froid et chirurgical m'a pris. Je suis allé voir le gestionnaire de bureau et j'ai dit: je sais qui est le voleur et je peux le prouver. Convoquer une réunion d'urgence. À 14h, 20 personnes étaient assises autour de la longue table de conférence blanche. Les néons bourdonnaient et personne ne parlait. Monsieur Harding était en bout de table avec l'expression d'un homme dont les patients seraient morts depuis des heures. Quelqu'un dans cette pièce a volé, a-t-il dit. Tout le monde, les mains à plat sur cette table, paume vers le bas. Maintenant, les chaises ont bougé, des rires nerveux ont éclaté. Puis, une à une, 40 mains se sont pressées contre la surface blanche. J'ai examiné de gauche à droite, propre, des doigts, des ongles rongés,
une alliance captant la lumière. Puis Derek, ses mains sont restées dans ses poches. En fait, j'ai une maladie de peau, de l'eczéma, et mes mains sont embarrassantes en ce moment. Monsieur Harding n'a pas scié. Les mains sur la table, Derek. Quelque chose derrière les yeux de Derek s'est effondré. Il a sorti ses mains lentement, comme s'il tirait une carte perdante d'un jeu marqué. Elles étaient indigo, pas légèrement teintées. Ses paumes semblaient avoir été baignées dans le cobalt. L'encre avait pénétré sous ses ongles. Elle s'était installée dans chaque pli de ses articulations et avait des teints sur les poignets de sa chemise blanche coûteuse. Ses mains paraissaient radioactives. 20 personnes fixèrent du regard et personne ne respirait. Derek a commencé à s'embrouiller. Stylo, encre, projet artistique avec son fils. Chaque excuse était plus faible que la précédente. Monsieur Harding a levé une main et la bouche de Derek s'est fermée comme la porte d'un coffre-fort. La sécurité est arrivée en 4 minutes et ces 4 minutes ont été le silence le plus assourdissant que j'ai jamais connu. Derek regardait ses propres mains. Il les retournait, souhaitant que le bleu disparaisse, mais il ne le pouvait pas. On a découvert plus tard que Derek avait une addiction au jeu. Il volait au moins 4 personnes depuis plus de 6 mois. Le champion de l'intégrité, l'homme qui m'avait fait me sentir fou. Ils l'ont licencié cet après-midi-là. La sécurité l'a escorté à travers le hall avec un carton et 2 mains bleues éclatantes. Cela dure 5 jours. 5 jours à faire des courses, des poignées de main et des entretiens d'embauche avec des paumes indigo criant un mot voleur. Je suis retourné à mon bureau et j'ai travaillé jusqu'à 18 heures. Les chiffres étaient de nouveau clairs et mon portefeuille est resté intact, inviolé et enfin respecté. Ma petite sœur a regardé la juge et a dit « Pouvez-vous répéter le mot, s'il vous plaît ?» L'auditorium entier a ri, mais pas moi. Elise a 7 ans et elle ne parvient pas à prononcer les R ou les L. Ils sortent comme des W ou des sons en OU. Bibliothèque devient biwiothèque. Vraiment devient voiement. Les enfants se moquent d'elle pour cela depuis la maternelle. Mais voici le secret concernant ma sœur. Pendant que tous les autres regardent des dessins animés, elle lit le dictionnaire, sans blague. Elle connaît des mots que je ne sais même pas épeler. Quand elle m'a dit qu'elle voulait participer au concours d'orthographe, j'étais terrifié. Non pas parce qu'elle ne savait pas épeler, mais parce que je savais ce qui se passerait à la seconde où elle ouvrirait la bouche. Elle a remporté le concours de l'école, puis les départementaux, et maintenant nous étions aux régionaux. 400 personnes, 8 enfants restants. 3 tours avant les finales. Elise a passé les premiers tour tranquillement, confiante, concentrée, éplant des mots inconnus. Puis le 5e tour est arrivé, elle s'est avancée vers le micro et a demandé « Pouvez-vous répéter le mot, s'il vous plaît ?» La juge, une femme d'une 50aine d'années avec des lunettes au bout d'une chaîne, a soupiré bruyamment. C'était comme si Elise venait de lui demander de résoudre la faim dans le monde. Le mot est réponse. R-E-P-O-N-S-E. Réponse. Elle l'a dit lentement, fort, comme si Elise était stupide, et quelques personnes ont ri. Le visage d'Elise est devenu rouge, mais elle a éplé correctement et est retournée à sa place la tête basse. 6e tour, 3 garçons au premier rang ont chuchoté. Chaque fois qu'Elise parlait, ils se moquaient. Quand elle a demandé une phrase, l'un d'eux a pris une fausse voix de bébé. S'il vous plaît, ses amis ont éclaté de rire. Elise a entendu et j'ai vu ses épaules se crisper. Son mot était problème et elle a demandé de répéter. Problème, a dit la juge en étirant le mot, regardant le plafond comme si elle priait pour avoir de la patience. Les garçons du premier rang ont perdu tout contrôle. La juge ne leur a pas ordonné d'arrêter. Elle a juste attendu les bras croisés. 7e tour, 5 enfants restants. Elise a eu le mot couleur. Quand elle a demandé de répéter, la juge a levé les yeux au ciel. Couleur, a-t-elle dit comme à un bébé. C-O-U-L-E-U-R. Avez-vous besoin que j'utilise des mots plus courts? Les garçons faisaient des bruits de bébé. Ouais, pété. Les gens autour d'eux commençaient à rire aussi. Elise tremblait. 8e tour, 3 enfants. Un garçon a été éliminé et il ne restait plus qu'Elise et une autre fille. Le mot était présent. Elle l'a éplé parfaitement, mais en le prononçant poisant, toute la section de devant a ri aux éclats. Le menton d'Elise tremblait, mais elle a tenu bon. Tour final. Elise et la fille. La fille l'a éplé son mot parfaitement. Elise s'est avancée et la juge l'a regardé avec lassitude. Votre mot est littérature. Elise a pris une grande inspiration. Pouvez-vous répéter le mot, s'il vous plaît? L'auditorium a explosé de rire. J'ai quitté mon siège immédiatement. La juge m'a ordonné de m'asseoir, mais je suis allé devant son bureau. Elle a un trouble de la parole depuis toujours. Ça ne la rend pas stupide, ça signifie juste qu'elle parle différemment. Vous n'avez pas traité les autres enfants comme ça. Vous n'avez pas levé les yeux au ciel pour eux. Je me suis tourné vers les garçons. Vous riez d'une enfant de 7 ans. Comment vous sentez-vous maintenant? Ils se sont tus. Je me suis agenouillé devant Elise. Tu connais ce mot? Épelle-le et finis-en. Elle a essuyé ses larmes et a dit Witewatue, L-I-T-T-E-R-A-T-U-R-E. La juge a dit c'est correct. Elise a gagné. Elle a posé son trophée sur son étagère. Quand maman a proposé un discours, elle a dit absolument pas. Durant toute mon enfance, mon frère a mangé dans mon assiette. Mon mari a finalement demandé pourquoi je finis toujours mon repas si vite. J'avais 6 ans la première fois que c'est arrivé. Ma mère avait fait des lanières de poulet et mon frère a décidé qu'il voulait les miennes au lieu des siennes. Et quand j'ai essayé de tirer mon assiette, ma mère m'a attrapé le poignet et a dit laisse-le en prendre un peu. Tu ne vas pas finir de toute façon. C'est devenu la règle pour tous les repas chez nous. Si mon frère voulait quelque chose dans mon assiette, il le plus gros morceau de poulet était toujours pour lui, même s'il commençait dans mon assiette, la dernière part de lui. Parce que les garçons ont besoin de plus de nourriture et que je n'allais pas finir de toute façon. Si j'essayais de manger plus vite pour qu'il ne reste rien, ma mère me grondait. Doucement, arrête de manger comme un porc. Si je me plaignais, j'étais égoïste. Si je pleurais, j'étais dramatique. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai appris à arrêter de mettre dans mon assiette quoi que ce soit que je voulais vraiment, parce que le voir le prendre était pire que de ne jamais l'avoir eu. J'ai commencé à cacher de la nourriture dans ma chambre, des barres de céréales dans le tiroir à chaussettes, des biscuits sous le lit, tout ce que je pouvais manger seul sans que personne ne regarde ou n'essaie de le prendre. J'attendais que tout le monde dorme et ensuite je m'asseyais dans le placard et je mangeais un seul biscuit dans le noir, comme si je commettais un crime. Mes parents ont trouvé ma cachette une fois et ma mère m'a regardé comme si j'étais folle. Pourquoi tu es si bizarre avec la nourriture? Puis elle a tout jeté. Au lycée, j'avais appris que la seule façon sûre de manger était de le faire vite, seul et en secret. Je finissais mon déjeuner en moins de 3 minutes pour que personne ne puisse rien demander. Je mangeais dans ma voiture pour que personne ne puisse m'observer. Je commandais moins que ce que je voulais au restaurant pour qu'il n'y ait rien qui vaille la peine d'être pris. Quand j'ai quitté la maison à 18 ans, je pensais avoir laissé tout cela derrière moi, mais les habitudes m'ont suivi comme une ombre. Je mange toujours comme si quelqu'un allait voler ma nourriture. Je cache encore des collations dans ma table de chevet, même en vivant dans ma propre maison sans que personne ne vienne les prendre. Je ressens toujours une pointe de panique quand quelqu'un regarde mon assiette trop longtemps. Mon mari a remarqué au début de notre relation que je finissais toujours de manger. Avant qu'il ne soit à la moitié de son repas, il a remarqué les collations cachées dans la maison. Il a remarqué la façon dont je tournais mon corps loin de lui au restaurant, comme si je protégeais ma nourriture. Et il m'a finalement interrogé à ce sujet l'année dernière et je me suis effondrée et lui ai tout expliqué. Il m'a prise dans ses bras pendant que je pleurais. Je suis désolée que cela te soit arrivé. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Puis ma mère nous a invités pour son dîner d'anniversaire et j'ai commis l'erreur de dire oui. Nous nous sommes
sommes assis à table et mon frère était en face de moi et tout semblait exactement comme quand j'avais 10 ans. Ma mère a posé un plat de steak sur la table et j'ai pris le plus petit exprès pour que personne ne puisse dire que j'étais gourmande. Au milieu du repas, mon frère a regardé mon assiette puis a tendu la main au-dessus de la table avec sa fourchette, a piqué un morceau de mon steak et l'a mis dans sa bouche comme si de rien n'était. Tu n'allais pas finir ça de toute façon. Mon mari a posé ça. Qu'est-ce que tu fais? Mon frère a ri. Détends-toi, c'est juste un morceau de steak. Mon mari n'a pas ri. C'est sa nourriture. Tu viens de prendre de la nourriture dans son assiette. Ma mère est intervenue immédiatement. Ah, ils sont comme ça. Elle n'a jamais été du genre à manger beaucoup et ça ne la dérange pas. Mon mari l'a regardé. Ça ne la dérange pas? Elle mange comme si quelqu'un allait voler sa nourriture parce que quelqu'un l'a toujours volée. Elle cache des collations dans notre chambre parce que vous lui avez appris que rien dans son assiette n'était en sécurité. Mon père l'a interrompu. Tu exagères. Tu fais une pour rien. Mon frère a levé les yeux au ciel. Elle a toujours été dramatique avec la nourriture. Je fais ça depuis toujours et elle ne s'est jamais plainte. Parce que vous la punissiez quand elle se plaignait, a dit mon mari. Elle a arrêté de réagir parce que vous avez clairement fait comprendre que la nourriture n'a jamais été à elle et que sa faim ne comptait pas. Le visage de ma mère est devenu rouge. Tu ne comprends pas notre famille. Elle a toujours été très sensible et honnêtement, nous lui avons rendu service. J'ai demandé quel service. Elle m'a regardé comme si j'étais stupide de ne pas comprendre. Ton frère t'a probablement sauvé d'un trouble alimentaire. Tu devenais grassouillette et quelqu'un devait faire quelque chose. Mon mari s'est levé et m'a pris la main. Ma mère a crié que je gâchais son anniversaire à cause d'un morceau de steak et a demandé si je ne pouvais pas simplement laisser passer une chose. Je n'ai pas répondu. J'ai juste suivi mon mari dehors. Quand nous sommes rentrés à la maison, il a préparé un plat avec ma nourriture préférée, l'a posé devant moi et s'est assis de l'autre côté de la table, les mains à plat sur la surface où je pouvais les voir. C'est à toi chaque bouchée, en tout ton temps. J'ai tout mangé sans me presser. Cela m'a pris 45 minutes et j'ai pleuré la plupart du temps parce que c'était le premier repas dont je me souvienne où je n'ai pas ressenti de. Ma sœur a invité son nouveau petit ami potentiel pour le dîner en famille et je me suis mise à pleurer à la seconde où je l'ai vu. Ma sœur a toujours été une personne follement compétitive. C'est pourquoi je n'y ai pas réfléchi à deux fois lorsqu'elle a annoncé au hasard à nos parents qu'elle avait un nouveau petit ami potentiel qui venait pour le dîner. Notre mère a demandé poliment ce que signifiait nouveau potentiel et elle a dit que l'homme travaillait dans la même entreprise où elle avait commencé il y a quelques semaines. Elle l'a décrit comme un parti parfait. Son objectif était de l'impressionner pendant le dîner et d'espérer qu'il l'inviterait à un vrai rendez-vous. J'ai levé les yeux au ciel mais je suis restée silencieuse, tout comme nos parents. Notre famille se réunissait une fois par semaine. Donc, je pense que nous avons tous tacitement accepté de l'aller, rendre celui-ci aussi embarrassant que possible et d'essayer d'oublier jusqu'à la semaine suivante. Mais ma sœur n'en avait pas fini avec ses pitreries. Notre mère nous a demandé d'éplucher et de couper les pommes de terre et donc nous le faisions sur la table de la salle à manger pour libérer de l'espace. Dans la cuisine, je pense que comme nous étions seuls, ma sœur a décidé que c'était le meilleur moment pour se vanter de l'homme avec qui elle ne sortait même pas encore. Elle n'arrêtait pas de dire à quel point il était beau, poli et bien sûr, comment il avait un poste assez élevé dans l'entreprise pour gagner beaucoup d'argent. J'ai gardé la bouche fermée et j'ai juste continué à éplucher et à couper. Elle mentionne ensuite à quel point ce serait génial s'il avait un bel endroit pour qu'elle puisse quitter l'appartement qu'elle partageait avec sa colocataire. Tout ce que je dis, c'est un conseil de base sur le fait de ne pas se précipiter pour emménager ensemble trop tôt et ma sœur s'agite immédiatement. Elle dit: "Je parie que tu sauterais sur l'occasion. Ce n'est pas moi qui vis chez nos parents. Je serre les dents. Je vivais chez nos parents tout en travaillant à temps plein et à temps partiel pour que notre mère puisse s'occuper de mon fils. Je n'y vivais pas gratuitement. Je refusais de profiter d'eux et avec le temps, la situation s'est avérée être la meilleure pour tout le monde car notre père avait besoin d'une aide supplémentaire à la maison en raison de problèmes de mobilité. Tout le monde était heureux. Mais pour ma sœur, j'étais une ratée parce que j'avais un fils et pas de mari et parce que je vivais dans la même maison que nos parents. Je ne prends pas la peine de dire quoi que ce soit pour me défendre car à quoi bon? Elle m'attaquerait juste d'une autre manière et notre dîner en famille ne serait rien d'autre qu'un chaos dramatique. J'essaie de changer de sujet. Tu sais, si ce gars a été assez fou pour accepter de rencontrer la famille la première fois que vous sortez en dehors du travail, alors il t'aime probablement déjà. Demande-lui simplement s'il veut aller à un rendez-vous normal. Elle a dit: "Toi, premièrement, il doit m'inviter à un rendez-vous et non l'inverse." Et deuxièmement, ma sœur s'est penchée vers moi. Il ne sait pas qu'il va vous rencontrer aujourd'hui. J'ai froncé les sourcils. Comment ça? Elle a souri et a haussé les épaules. J'ai entendu dire qu'il rejette catégoriquement toute personne qui essaie de sortir avec lui et qu'il ne sort qu'avec des groupes de personnes en dehors du travail. Alors, je lui ai dit qu'il rencontrerait un groupe de personnes de mon département. Le diable sur mon épaule me dit de me taire et de laisser les choses se dérouler toute seule. Mais l'ange sur l'autre épaule me dit de l'avertir au moins que ça allait mal tourner. Je secoue la tête. C'est un bon moyen de faire en sorte qu'il ne t'aime jamais ou ne te fasse jamais confiance. Pourquoi as-tu pensé que ce serait une bonne idée? Cette fois, elle lève les yeux au ciel parce que je l'ai entendu parler avec un autre collègue du fait de vouloir des enfants et tout ça, mais apparemment, il attend quelqu'un de spécial. Je pense que c'est un code pour dire qu'il est trop paresseux ou qu'il a peur de s'exposer et de trouver quelqu'un. Mon visage brûle et je sais que je dois ressembler à une tomate. Elle a dit la dernière partie en me regardant droit dans les yeux parce que c'était ce que je disais toujours quand tout le monde me demandait si j'essaierais de sortir à nouveau avec quelqu'un. Il y avait quelqu'un de spécial pour moi. Nous n'avons sans jamais recroisé nos chemins. J'ai réussi à éviter ma sœur pendant un certain temps après cela, jusqu'à ce que ce petit ami potentiel arrive. Elle nous a demandé à tous de nous asseoir nonchalamment dans le salon pendant qu'elle le faisait entrer. Nous nous sommes tous préparés mentalement à la honte par procuration et quand ma sœur l'a amené dans la pièce, j'ai reconnu Julian immédiatement et j'ai senti les larmes monter. Il m'a reconnu aussi et la seconde suivante, Julian me serrait fort dans ses bras. Mes parents et ma sœur regardaient avec choc et confusion. Ma sœur a alors demandé: "Qu'est-ce qui se passe, bon sang?" Je l'ai ignoré et je l'ai regardé. "Tu dois venir avec moi maintenant." Ma sœur a crié derrière nous, mais je l'ai emmené à l'étage où mon fils jouait à la Xbox. Et à la porte, bouche bée, et ma famille nous a rattrapés. Immédiatement, tout le monde l'a vu. Lui et mon fils étaient presque le portrait craché l'un de l'autre. Julian m'a demandé: "C'est lui?" J'ai hoché la tête. "Oui, c'est notre fils." Ma sœur a alors commencé à crier pour avoir une explication. Alors lui et moi avons dit la vérité. Nous sommes sortis ensemble pendant seulement quelques mois, il y a de nombreuses années. Nous étions complètement amoureux l'un de l'autre, mais il a dû quitter le pays pour s'occuper de son père qui avait une maladie en phase terminale. Et il n'y avait aucun moyen de savoir combien de temps nous serions séparés. Alors nous avons décidé de rompre et de laisser faire le destin. Je n'avais aucune idée que j'étais enceinte jusqu'à ce qu'il soit parti. Maintenant, je sanglotais devant le regard de pure joie qu'il avait en regardant notre fils. Mon ex m'a laissé avec nos enfants en laissant un mot disant qu'elle reviendrait dans quelques années. Elle est revenue 6 ans plus tard pour découvrir que je l'avais divorcée et que j'avais refait ma vie. Le mot était collé sur le miroir de notre salle de bain. Je vais vivre chez ma sœur en Californie. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je reviens dans 2 ou 3 ans maximum. Ne change pas les serrures. Elle est partie pendant que j'étais au travail et que les jumeaux étaient à l'école. Pas de au revoir, pas d'explication à nos enfants de 8 ans. Cette première nuit a été brutale. Skyler n'arrêtait pas de demander quand maman rentrait à la maison et Walter fixait son dîner sans y toucher. Je n'avais aucune idée de comment expliquer que leur mère les avait en fait abandonnés pour une crise de la quarantaine, mais quelque chose d'étrange s'est produit. Après le choc initial, notre maison est devenue paisible. Plus de disputes constantes à propos d'argent, plus de critiques de mes décisions de père, plus besoin de marcher sur des œufs à cause de ses sautes d'humeur. La première année a été une année d'apprentissage. J'ai appris à tresser les cheveux de Skyler après avoir regardé des tutoriels YouTube pendant des heures. J'ai appris à Walter à lancer une balle courbe dans notre jardin. Nous avons mis en place des routines qui fonctionnaient vraiment. Devoir à la table de la cuisine, puis dîner ensemble chaque soir. La deuxième année a apporté des changements inattendus, sans le stress d'un mariage qui échoue.
échoué, j'ai eu une promotion au travail, les notes des enfants se sont améliorées de façon spectaculaire, nous avons commencé des soirées jeux de société en famille et des sorties camping. J'ai réalisé que j'étais tellement concentré sur la réparation de mon mariage que j'avais oublié comment profiter de mes enfants. La 3e année a tout changé. Lors d'un match de baseball de Walter, j'ai rencontré Eleanor, une autre parent célibataire. Elle était institutrice de 3e année, patiente et gentille. Quand Skyler a renversé du jus sur elle, Eleanor l'a calmement aidé à se nettoyer sans en faire une histoire. Ce petit moment m'a montré ce à quoi un vrai partenariat pouvait ressembler. Eleanor et moi avons pris les choses très lentement. Les enfants avaient déjà subi assez de bouleversements, mais petit à petit elle est devenue une partie de notre routine. Elle aidait aux devoirs, apprenait à Skyler à faire des cookies et n'a jamais essayé de remplacer leur mère. Elle a simplement ajouté de l'amour à notre famille. La 4e année, Eleanor a emménagé avec nous. La transition a été parfaite, parce que les enfants l'adoraient vraiment. Ils ont commencé à l'appeler Maman Bonus, c'était leur idée. Elle assistait à chaque événement scolaire, préparait leur repas avec des petits mots encourageants et les bordait le soir. La 5e année a été magique. Eleanor et moi nous sommes mariés dans notre jardin. Skyler et Walter ont insisté pour l'accompagner ensemble à l'hôtel. Dans leur discours, ils l'ont remercié de faire sourire papa à nouveau et d'être la maman qui est restée. Il n'y avait pas un œil sec dans la maison. À la 6e année, notre vie avait complètement changé. Nous avions acheté une maison plus grande avec un vrai jardin. Les enfants s'épanouissaient. Skyler était sur la liste d'honneur et Walter capitaine de son équipe. Eleanor les avait adoptés légalement après que les droits parentaux de mon ex aient été retirés pour abandon. Nous étions une vraie famille. Le processus légal avait été étonnamment simple. Après 3 ans sans aucun contact, le tribunal a classé cela comme un abandon volontaire. Les papiers d'adoption d'Eleanor ont été validés sans problème. Les enfants étaient ravis de changer officiellement leur nom de famille pour correspondre au nôtre. Mardi dernier, tout a encore changé. Je préparais du café quand j'ai entendu Eleanor pousser un cri dans le salon. Par la fenêtre, nous avons vu mon ex descendre d'un camion de déménagement, tirant ses valises vers notre porte. Elle avait encore notre ancienne clé de maison. Elle est entrée directement dans notre cuisine comme si elle était encore chez elle. Eleanor préparait les repas des enfants pour l'école. Des photos de famille couvraient notre réfrigérateur. Des photos de sortie camping, d'anniversaire, de matin de Noël. Aucune ne montrait mon ex. Mon ex s'est figé en voyant Eleanor. Qui es-tu? Où sont mes enfants? Skyler et Walter sont descendus pour le petit déjeuner. Sac prêt pour l'école. Ils se sont arrêtés net en voyant cette étrangère dans leur cuisine. Qui est cette dame maman? Demanda Skyler à Eleanor, vraiment confus. Walter a plissé les yeux en essayant de la reconnaître. Attends, tu n'es pas la femme des vieilles photos dans le placard de papa? Le visage de mon ex s'est effondré. 6 ans à s'attendre à reprendre là où elle s'était arrêtée pour découvrir qu'elle avait été complètement remplacée. Les enfants qu'elle avait abandonnés se souvenaient à peine d'elle, et l'homme qu'elle pensait qu'il attendrait toujours avait construit une belle nouvelle vie. Je suis rentrée, dit-elle en chuchotant. Ce n'est plus ta maison, ai-je répondu calmement. Ça ne l'est plus depuis 6 ans. Elle a regardé autour de notre cuisine, les fiches de recettes d'Eleanor sur le comptoir, les dessins des enfants accrochés au mur, notre photo de mariage près de la cafetière. Tout criait famille heureuse, et elle n'en faisait pas partie. La femme qui était partie en croyant que tout resterait figé jusqu'à son retour a réalisé que la vie avait complètement continué sans elle. Ses propres enfants appelaient une autre femme maman. À Noël, ma sœur m'a présenté à son petit ami avec un sourire moqueur. C'est la ratée de notre famille. Mes parents ont ri. Lui était resté silencieux, puis a dit intéressant parce que tu es viré et c'est fini entre nous. Ma sœur m'a traité de ratée toute ma vie. Je suis de 3 ans sa cadette et rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien. Elle a fini majeure de sa promotion et j'ai à peine réussi. Elle a décroché un emploi prestigieux en entreprise juste après la fac. J'ai travaillé dans une boulangerie pendant 6 ans avant de lancer ma propre petite entreprise de gâteaux à domicile. Pour ma famille, cela faisait de moi une perdante. Peu importait que je sois heureuse, que je paie mes factures et que j'aime ce que je fais. Je n'avais pas réussi cela, donc je n'étais rien. Le Noël de l'année dernière était chez mes parents. J'ai failli ne pas y aller, mais ma mère m'a fait culpabiliser, disant que c'était important car ma sœur amenait son nouveau petit ami et voulait toute la famille prête. Je suis arrivée à l'heure avec un plateau de biscuits que j'avais fait. Ma mère l'a pris sans pied et l'a mis au fond de la cuisine, derrière les desserts achetés en magasin. Un classique. Quand Jenna est arrivée, elle est entrée comme si elle était propriétaire des lieux, manteau de créateur, coiffure parfaite, un homme derrière elle que je ne reconnaissais pas. Il était grand, calme, bien habillé. Il a regardé autour de la pièce, observant tout mais sans beaucoup parler. Jenna a saisi son bras et l'a tiré vers moi. J'étais debout près de la cheminée, essayant de ne pas déranger. C'est ma petite sœur, a dit Jenna fort pour que tout le monde entende. Elle avait ce sourire sur le visage, celui qu'elle fait quand elle est sur le point de dire quelque chose de grave. C'est la ratée de notre famille. Elle a une petite entreprise de gâteaux dans son appartement. N'est-ce pas mignon? Ma mère a ri depuis la cuisine, mon père a ri depuis son fauteuil et a hoché la tête comme si Jenna venait de raconter une blague drôle. Et même ma tante qui était en visite a souri et secoué la tête comme si j'étais une sorte de cas social que tout le monde tolérait. Je n'ai rien dit, j'étais habituée. Je suis juste restée là à attendre que ça passe comme je le faisais toujours. Mais le petit ami n'a pas ri, il n'a pas souri, il a juste regardé mes parents, puis ma tante, puis Jenna. Son visage était complètement inexpressif. Jenna ne l'a pas remarqué. Elle a continué. Sérieusement, elle a presque 30 ans et elle décore des gâteaux pour gagner sa vie. Tu imagines? Je lui dis tout le temps de trouver un vrai travail, mais elle n'écoute pas. Elle a toujours été têtue. Le petit ami a finalement parlé. Sa voix était calme et basse. Il me regardait. Je le lui ai dit et il a hoché la tête lentement. Et tu as ta propre entreprise? J'ai dit. Je fais des gâteaux personnalisés, principalement pour des mariages et des anniversaires. Je m'en sors bien. Il a souri légèrement. C'est impressionnant. Commencer quelque chose de zéro demande du courage. Jenna a ri nerveusement. Elle n'aimait pas la tournure que cela prenait. Chérie, ce n'est pas vraiment une entreprise. Elle travaille dans sa cuisine. C'est plus comme un passe-temps. Il s'est tourné pour la regarder. Le sourire a disparu. Un passe-temps qui paie ses factures et rend les gens heureux. Que fais-tu exactement toi des yeux? Comment ça? Tu sais ce que je fais? Je travaille dans ton entreprise. Il a hoché la tête. C'est ça. Tu travailles dans mon département marketing. Tu y es depuis environ 8 mois. Tu es sous plan d'amélioration de la performance parce que tu as raté au dernier trimestre et tu as blâmé ton équipe pour chacun d'eux. La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma mère a arrêté de bouger dans la cuisine. Mon père a posé son verre. Le visage de Jenna est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Ces délais n'étaient pas réalistes et mon équipe ne m'a pas soutenu correctement. Il a continué. Tu as aussi dépensé 1400 $ en repas personnels sur la carte de l'entreprise et prétendu que c'était des dîners avec des clients. Les RH ont signalé cela la semaine dernière. J'allais traiter ça après les fêtes, mais je pense que c'est bon maintenant. La voix est devenue aiguë et tremblante. Tu m'embarrasses devant ma famille. Il a regardé autour de la pièce. Tu viens de traiter ta sœur de ratée devant moi, devant tout le monde et tout le monde a ri. Personne ne l'a défendu. Personne n'a dit un mot. Il a regardé Jero. Je suis assis ici depuis 10 minutes à observer comment vous la traitez et j'en ai assez entendu. On peut en parler en privé? Il a retiré son bras. Non, tu voulais donner un spectacle pour ta famille. Alors voici mon spectacle. Je vais demander aux RH d'envoyer les papiers lundi et c'est fini. Je ne sors pas avec quelqu'un qui traite sa propre sœur comme une ordure et pense que c'est un divertissement. Il s'est tourné vers moi. C'était un plaisir de te rencontrer. J'espère que ton entreprise continuera de croître. Puis il est sorti par la porte d'entrée. Personne n'a bougé pendant ce qui a semblé être une heure. Jenna a commencé à pleurer. Ma mère a couru pour la consoler. Mon père m'a regardé avec colère comme si c'était d'une manière ou d'une autre ma faute. Jenna m'a pointé du doigt à travers ses larmes. C'est à cause de toi. Tu as tout gâché. J'ai dit. Je ne lui ai pas dit un seul mot. Il a vu qui tu es par lui-même. J'ai pris mon manteau et je suis partie. Je ne suis pas restée pour le dîner. Je n'ai pas dit au revoir. J'ai juste conduit jusqu'à chez moi et je me suis assise dans ma cuisine entourée de commandes de gâteaux qui devaient être terminées. La semaine suivante, Jenna m'a appelée. Elle a dit que j'avais détruit sa carrière et sa relation. Elle a dit que j'avais dû planifier ça d'une manière ou d'une autre et que j'avais été jalouse toute ma vie et que c'était ma vengeance. Je l'ai laissé crier jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. Puis j'ai raccroché. Pendant 27 ans, ma famille m'a traité de ratée. Il s'avère que je n'étais pas le problème. Je ne l'ai jamais été. J'ai raconté à mon meilleur ami pourquoi je n'assisterai pas à son mariage, et maintenant le mariage pourrait être annulé. Mon meilleur ami et moi sommes proches depuis 12 ans. Nous nous sommes rencontrés à la fac, sommes devenus colocataires en 2e année, et sommes restés
très unis même après l'obtention de notre diplôme. Lorsqu'il a commencé à sortir avec sa petite amie il y a 3 ans, j'ai fait de mon mieux pour être accueillant. Elle était assez polie. Mais il y avait toujours cette tension étrange que je n'arrivais pas exactement à identifier. Ils se sont fiancés en novembre dernier et mon meilleur ami rayonnait de bonheur. Il m'a appelé à minuit le jour où il l'a demandé en mariage. Pouvant à peine parler tellement il était excité, et j'ai supposé que je serais son témoin, ou du moins l'un des garçons d'honneur. Car nous parlions littéralement d'être au mariage de l'un et de l'autre depuis que nous avions 22 ans. Le mariage était prévu pour le 14 octobre. J'ai reçu un aimant, save the date, en janvier, et je l'ai immédiatement noté sur mon calendrier. Mais à l'approche de l'été, j'ai commencé à voir des publications sur Instagram d'amis communs montrant leurs invitations, avec de beaux designs bleu marine et dorés et des lettres en relief, mais la mienne n'est jamais arrivée. J'ai attendu 2 semaines, imaginant qu'elle s'était peut-être perdue dans le courrier, puis j'ai vérifié auprès d'un autre ami qui vivait dans la même résidence que moi. Et il avait reçu son invitation 3 semaines plus tôt, et c'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai envoyé un message décontracté à mon meilleur ami pour lui demander des informations sur les réservations d'hôtel et la tenue vestimentaire. Ori il a répondu, elle s'occupe de tout ça, demande-lui simplement. J'ai envoyé un message à sa fiancée sur Instagram, sans réponse. J'ai envoyé un autre message 2 jours plus tard, et la confirmation de lecture montrait qu'elle l'avait vu, mais toujours rien. Fin septembre, 3 semaines avant le mariage, j'étais véritablement confus et blessé, alors je l'ai finalement appelé directement en lui disant, mec, je n'ai toujours pas reçu mon invitation, est-ce que je dois quand même réserver un vol? Et il y a eu un silence douloureux. Jusqu'à ce qu'ils disent, attends, quoi? Elle m'a dit que tu avais refusé il y a environ 3 mois à cause d'une conférence professionnelle à Seattle. J'ai eu l'estomac noué car je n'avais jamais reçu d'invitation. Je n'avais certainement jamais refusé, et je n'avais même pas de voyage professionnel prévu. Il semblait véritablement choqué et a dit, ça n'a aucun sens, attends, laisse-moi te rappeler. 1 heure s'est écoulée, puis 2, et mon téléphone a enfin sonné à 20 h, sa voix semblant différente, étrange, demandant, peux-tu vérifier tes emails et me transférer tout ce que tu as reçu d'elle concernant le mariage? J'ai cherché dans toute ma boîte de réception, rien, pas un seul message, et j'ai dit, il n'y a rien ici, mec. Ce à quoi il a poussé un long soupir. Et a dit, ok, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Quelle est ton adresse email actuelle? Et je lui ai donné le Gmail que j'utilisais depuis 4 ans. Il est redevenu silencieux, j'ai dit, allô? Et il a dit, l'invitation que je t'ai envoyée était sur ton ancienne adresse email de la fac, celle qui finit par edu. Je ne m'étais pas connecté à ce compte depuis 2019, et l'université l'avait probablement déjà supprimé. Alors j'ai répondu, elle a mon email actuel, nous avons déjà échangé des messages, elle m'a envoyé cette recette à Noël dernier, tu te souviens? Et après une autre longue pause, il a dit, oui, je me souviens, a dit qu'il devait y aller, mais qu'il m'appellerait le lendemain. Le lendemain est passé, aucun appel, et je commençais à penser que j'avais en quelque sorte tout gâché en abordant le sujet. Mais ensuite, 2 jours plus tard, il a appelé d'une voix monotone, sans émotion, et a dit, j'ai fouillé dans ses emails et j'ai trouvé l'invitation originale qu'elle t'a envoyée en juin. Elle était adressée à ton ancien email de la fac. J'ai dit, ok, donc c'était juste une erreur. Mais il a rétorqué, non, laisse-moi finir. A pris une profonde inspiration tremblante et a continué. J'ai trouvé un brouillon dans son dossier. La même invitation, la même date, mais celle-ci avait ta bonne adresse Gmail. et elle n'a jamais été envoyée, juste enregistrée comme brouillon. Mon cœur s'est emballé. J'ai demandé, pourquoi ferait-elle ça? Et il a dit, il y a plus. Dans son dossier d'éléments envoyés, il y a un email de ton ancienne adresse. Un RSVP disant que tu ne pourrais pas venir en raison d'une obligation professionnelle, daté du 12 juillet. Et j'ai dit, je n'ai pas envoyé ça. Je ne pourrais pas. Je ne peux même plus accéder à cet email. Il a dit, je sais, l'adresse IP vient de notre appartement. Elle se l'est envoyée à elle-même depuis ton ancien email et me l'a ensuite montré comme preuve que tu avais refusé. Je me suis senti nauséeux et j'ai demandé, pourquoi ferait-elle ça? Sa voix s'est brisée et il a continué. J'ai commencé à regarder la liste des invités de plus près. Tu te souviens de notre ami du basket universitaire? Elle m'a dit qu'il avait déménagé en Australie et ne pouvait pas venir, mais je l'ai appelé hier et il n'a jamais reçu d'invitation. Ni nos 2 autres amis de l'équipe ou aucun des gars de notre groupe de la fac. Autrement dit, elle avait systématiquement coupé tout son groupe d'amis et les seuls garçons d'honneur à mon mariage sont son frère et 2 de ses cousins. Je pensais que vous ne pouviez tout simplement pas venir ou que vous ne vous souciez pas assez de venir. Hier, mon meilleur ami a annulé le mariage. Sa fiancée a apparemment fait une dépression totale, insistant sur le fait qu'elle essayait de le protéger d'amitié toxique. Elle planifiait cela depuis des mois, effaçant soigneusement toute personne qu'elle voyait comme une menace. Et maintenant, la moitié des invités me demandent ce qui s'est passé. Ses parents sont furieux contre elle. Je suis là assis à me demander combien d'autres signaux d'alarme nous avons tous manqué. Le lendemain matin, il a fait le petit déjeuner et a dit « Bonjour, ma belle » à Allison. Puis il m'a regardé et a dit « Bonjour, juste bonjour ». J'ai trouvé le téléphone de Daniel déverrouillé pendant sa pause déjeuner et ses recherches récentes. Portèrent toutes sur les réseaux sociaux d'Allison, ses vieilles photos de mannequinat de la fac et le LinkedIn de son ex-mari. Il avait enregistré 17 photos d'elle sur son portable, certaines datant même d'avant son emménagement, des photos de mon mariage où il m'avait recadré pour ne garder qu'elle. Sur la réservation de notre dîner d'anniversaire, il avait écrit Daniel et Allison, puis rayé Allison et écrit Rebecca. Le réceptionniste du restaurant a vraiment demandé si Allison venait. Daniel a dit « Peut-être la prochaine fois ». J'ai pété les plombs. J'ai commencé à l'appeler par le nom de mon ex-petit ami, Roger, dans chaque phrase. « Roger, tu peux me passer la télécommande? Merci pour le dîner, Roger. Roger, ta mère a appelé. » Daniel s'est énervé immédiatement et a dit que j'étais puérile. J'ai dit que j'étais juste confuse. Leurs noms étaient si similaires. Daniel et Roger, rien de similaire. Mais apparemment, cela n'a pas d'importance. Au dîner de son entreprise, je l'ai présenté comme Roger à son patron. « Voici mon mari Roger. » Désolé, je veux dire, Daniel. Je les confonds toujours. Son patron a semblé inquiet. Le visage de Daniel est devenu rouge. Je l'ai appelé Roger 12 fois ce soir-là et j'ai dit à la femme du PDG que Roger était si dévoué à l'entreprise. Elle a demandé qui était Roger. J'ai dit « Ah, que je suis bête. Je voulais dire Daniel. Roger est juste un gars que je connaissais. » Daniel m'a tiré à l'écart, furieux, disant que je l'embarrassais exprès. Je lui ai dit que maintenant, il savait ce que ça faisait. La semaine suivante, je suis passée à la vitesse supérieure. J'ai maintenu ça pendant 3 jours, d'affilée. Tous les matins au petit déjeuner, je demandais à Roger de passer le café. Il posait la tasse avec force sur la table, la mâchoire serrée, mais me la donnait sans rien dire. Au dîner, j'ai remercié Roger d'avoir fait la vaisselle. Roger par-ci, Roger par-là. Sa mère a appelé mardi soir et j'ai répondu joyeusement, lui disant que Roger la rappellerait plus tard. Daniel m'a arraché le téléphone des mains et est allé dans la chambre en claquant la porte. Je l'ai entendu lui expliquer quelque chose à voix basse. Quand il est sorti, son visage était rouge et il ne me regardait pas. Jeudi matin, notre voisine nous a arrêtés dans l'allée du garage. Elle voulait emprunter le taille-haie. J'ai souri et présenté mon mari, Roger. La voisine a semblé confuse, a regardé Daniel, puis m'a regardé à nouveau. Le visage de Daniel est passé du rouge au violet. Il m'a corrigé entre ses dents serrées, a dit que son nom était Daniel. Ça l'avait toujours été. J'ai ri et j'ai dit « Je confonds toujours ces noms. Ils se ressemblent tellement. » La voisine a pris le taille-haie et est partie rapidement. Daniel a attendu qu'elle soit à l'intérieur avant d'exploser.
Il a dit que j'étais manipulatrice et cruelle, que je l'embarrassais exprès, que tout ça était toxique et devait cesser. Je me suis appuyée contre la voiture et j'ai pris mon téléphone, ouvert mon application de notes, fait défiler la liste que je tenais, 43 fois en 3 semaines. J'ai lu à voix haute. Date, heure, contexte. Chaque fois qu'il m'avait appelé Allison, au petit déjeuner, pendant le dîner, au lit, au barbecue, à l'événement de l'entreprise, quand la voisine s'est arrêtée, pour discuter. La bouche de Daniel s'est ouverte, mais rien n'est sorti. Allison m'a trouvée dans la cuisine cet après-midi-là en train de faire du café. Elle a fermé la porte et s'est appuyée contre elle. Elle a dit qu'elle se sentait très mal à propos de tout ça, qu'elle n'avait jamais voulu causer de problème dans mon mariage, qu'elle aurait peut-être dû rester à l'hôtel. Je lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Daniel a fait ses choix. Elle n'avait rien fait de mal. Mais j'ai remarqué qu'elle cherchait des appartements tous les soirs sur son ordinateur portable, au lieu de regarder la télé avec nous. Elle a commencé à prendre son petit déjeuner avant que Daniel ne se réveille, éviter de rester seule dans la même pièce que lui. Quand il proposait de l'aider pour quelque chose, elle inventait des excuses ou attendait que je sois là aussi. Elle avait 3 visites d'appartements prévues pour le week-end. Marshall a appelé vendredi soir pendant que Daniel était à la salle de sport. Il a dit qu'il avait entendu parler du dîner de l'entreprise par des amis communs. Les gens en parlaient. Le patron de Daniel a apparemment demandé à quelqu'un si tout allait bien à la maison. Marshall a dit que le comportement de Daniel au barbecue avait mis tout le monde mal à l'aise. La façon dont il continuait à m'appeler Allison. La façon dont il regardait ma sœur. Il a dit qu'il était heureux que je me défende, même si ma méthode était peu conventionnelle. Nous avons parlé pendant 20 minutes. Il a proposé de venir si j'avais besoin de parler. J'ai dit que ça allait, mais que je le remerciais. Quand Daniel est rentré à la maison, il a demandé à qui je parlais. J'ai dit « Marshall ». Le visage de Daniel a fait ce truc où sa mâchoire se serre et ses yeux se plissent. Il a demandé de quoi nous parlions. J'ai dit « Du barbecue ». Il est allé prendre sa douche sans rien dire de plus. J'ai commencé à tout documenter dans un vrai carnet au lieu de simplement sur mon téléphone. J'ai acheté un petit journal à la pharmacie. Chaque fois que Daniel m'appelait Allison, je le notais. Date, heure, contexte exact, qui d'autre était présent. Mardi matin à 7h15 pendant le petit déjeuner alors qu'Allison dormait encore. Jeudi à 6h30 pendant qu'on regardait les infos. Samedi après-midi à 14h pendant qu'on s'occupait du jardin. La liste s'est allongée. À la fin de la 4e semaine, j'avais documenté 37 incidents. J'ai fait les calculs. Le schéma ne s'améliorait pas, il empirait. La première semaine a eu 7 incidents. La semaine 2 en a eu 9. La semaine 3 en a eu 11. La semaine 4 en a eu 10 jusqu'à présent et on n'était que samedi. Dimanche soir, Daniel est rentré à la maison avec des fleurs. Il les a mises sur le comptoir de la cuisine et a dit qu'il était désolé. Il a dit qu'il essaierait de faire plus d'efforts pour dire mon nom correctement, qu'il savait que cela me dérangeait, qu'il n'avait pas l'intention de me blesser. J'ai mis les fleurs dans un vase. Nous avons préparé le dîner ensemble. Nous nous sommes assis pour regarder un film. À la moitié, il a demandé si Allison voulait plus de popcorn. Je tenais le bol. Il me regardait droit dans les yeux. Je l'ai fait remarquer. Il a dit qu'il voulait demander si je pensais qu'Allison en voudrait quand elle descendrait. Elle était dans sa chambre. 20 minutes plus tard, il a commenté qu'Allison avait l'air fatiguée. Aujourd'hui, j'étais assise à côté de lui sur le canapé. Allison était toujours là-haut. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il s'est mis sur la défensive. Il a dit qu'il parlait de plus tôt, au dîner. J'étais au travail pendant le dîner. Allison avait mangé seule avec lui. Il s'est levé et est allé se coucher tôt. J'ai trouvé le téléphone de Daniel sur le chargeur lundi matin, pendant qu'il était sous la douche. Je ne fouinais pas. Je branchais juste le mien à côté du sien. Son écran s'est allumé avec une notification de message d'Allison. J'ai pris le téléphone, ouvert leur conversation. Il lui envoyait des messages directement, lui demandant comment s'était passée sa journée, comment était le nouveau travail, si elle avait besoin d'aide, pour déplacer des meubles, faisant des plans pour l'aider à faire ses cartons samedi sans m'en parler. Les messages étaient amicaux, rien d'inapproprié, mais le secret me dérangeait, plus que le contenu. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il échangeait des messages avec ma sœur? Pourquoi faire des plans? J'ai trouvé le téléphone de Daniel sur le chargeur lundi matin, pendant qu'il était sous la douche. Je ne fouinais pas. Je branchais juste le mien à côté du sien. Son écran s'est allumé avec une notification de message d'Allison. J'ai pris le téléphone, ouvert leur conversation. Il lui envoyait des messages directement, lui demandant comment s'était passée sa journée, comment était le nouveau travail, si elle avait besoin d'aide, pour déplacer des meubles, faisant des plans pour l'aider à faire ses cartons samedi sans m'en parler. Les messages étaient amicaux, rien d'inapproprié, mais le secret me dérangeait, plus que le contenu. Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'il échangeait des messages avec ma sœur? Pourquoi faire des plans sans m'inclure? J'ai fait des captures d'écran, je me les suis envoyées. J'ai effacé la preuve que je l'avais fait, j'ai remis le téléphone exactement où il était. Allison est venue me voir mardi après le travail, m'a montré son téléphone, les messages de Daniel, a dit qu'elle gardait les réponses brèves et professionnelles, mais qu'elle était mal à l'aise avec la fréquence à laquelle il la contactait. Elle répondait par des réponses d'un mot, ou juste des émojis poussant l'air. Il envoyait 3 ou 4 messages pour chacun des siens. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé un appartement, signé le bail ce matin-là, qu'elle déménagerait dans 2 semaines, bien avant le plan original de 6 semaines. Elle semblait soulagée quand elle a dit ça. Je l'ai prise dans mes bras, j'ai dit que je comprenais. Elle a dit qu'elle serait toujours en ville. On pourrait déjeuner chaque semaine, mais elle avait besoin de son propre espace. Elle avait besoin de ne pas être la raison pour laquelle mon mariage s'effondrait. J'ai vérifié nos relevés de carte de crédit mercredi soir pendant que Daniel dormait à côté de moi. J'ai fait défiler les frais du mois dernier. J'ai trouvé 347 $ d'achat que je ne reconnaissais pas. Une marque de café cher du magasin chic du centre-ville. Le genre qu'Allison a mentionné aimer une fois. De nouvelles serviettes pour la chambre d'amis dans la couleur exacte qu'elle a dit trouver jolie. Une carte cadeau pour son magasin de vêtements préféré. Des produits de bain dans son parfum préféré. Tout débité sur notre carte commune. Toutes des choses spécifiquement pour elle. J'ai fait des captures d'écran de tout. Je les ai ajoutées à un dossier sur mon téléphone appelé Preuve. Je me suis endormie dos à Daniel.
Jeudi matin, je l'ai confronté au petit déjeuner, lui ai montré les factures de carte de crédit sur mon téléphone, lui ai demandé d'expliquer les 300 $ d'achat pour ma sœur. Il a dit qu'il était juste un bon hôte, qu'elle traversait un divorce et qu'il voulait qu'elle se sente la bienvenue. J'ai demandé pourquoi il avait besoin d'acheter des cadeaux coûteux alors qu'elle ne restait que quelques semaines. Il a dit que j'étais paranoïaque et jalouse, que je transformais quelque chose d'innocent en quelque chose de laid. J'ai souligné qu'il avait oublié notre anniversaire le mois dernier, ne m'avait pas acheté de fleurs, n'avait pas fait de réservation, avait complètement oublié jusqu'à ce que je le mentionne. 2 jours plus tard, mais s'était souvenu de la marque de café préférée d'Allison après une conversation. Il a dit que ce n'était pas juste. J'ai dit que ça montrait exactement où étaient ses priorités. Il est parti au travail sans finir son petit déjeuner. J'ai passé le week-end à éviter Daniel. Je suis restée dans la chambre d'amis vendredi soir. Samedi matin, il m'a trouvé en train de faire du café et a dit que nous devions parler. Il a suggéré un conseil conjugal. Les mots sont sortis vite, comme s'il s'était exercé. Je l'ai regardé debout là, avec sa chemise froissée et ses cheveux en désordre. Il pensait probablement qu'un conseiller prendrait son parti. Dirait que j'étais folle et jalouse, créant des problèmes à partir de rien. J'ai dit oui immédiatement. Daniel a semblé surpris. Je voulais qu'un professionnel entende à quelle fréquence il m'appelait par le nom de ma sœur. Je voulais quelqu'un d'objectif pour témoigner de ce qui se passait. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine et Daniel a trouvé une conseillère en ligne. Porsche Frost. Elle avait de bonnes critiques et un créneau la semaine prochaine. Il a pris le rendez-vous pendant que je regardais. Il a cliqué sur les formulaires et a entré nos informations. Ses mains tremblaient un peu quand il tapait. La confirmation du rendez-vous est arrivée sur son téléphone. Mardi à 16h. Daniel a dit que cela nous aiderait à arranger les choses. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ramené mon café dans la chambre d'amis et fermé la porte. Mardi après-midi, j'ai pris le carnet que je tenais. J'ai compté 37 fois que Daniel m'avait appelé Allison en 4 semaines. J'ai daté chaque incident, noté le contexte, ce que nous faisions, qui d'autres étaient présents. J'ai mis le carnet dans mon sac. Daniel est rentré tôt du travail. S'est changé pour quelque chose de plus habillé. Nous avons conduit jusqu'au cabinet de Porsche, en silence. Le bâtiment était au centre-ville, près du tribunal. Bureau au 3e étage avec des murs beiges et des chaises confortables. Porsche nous a accueillis à la porte. Milieu de la cinquantaine, cheveux gris attachés, expression calme. Elle a fait un geste vers le canapé et s'est assise en face de nous dans un fauteuil. Elle a demandé d'expliquer pourquoi nous étions là. Daniel a commencé à parler de problèmes de communication, comment nous luttions dernièrement, comment le déménagement de ma sœur avait créé une certaine tension. Il a fait paraître ça si raisonnable, comme des problèmes normaux de mariage. Porsche s'est tourné vers moi, a demandé mon point de vue. J'ai sorti le carnet, lu les 10 premiers incidents, les dates, les contextes, le schéma. Le visage de Daniel est devenu pâle. J'ai continué à lire. 15 incidents, 20, 37 au total en 4 semaines. L'expression de Porsche a changé. Ses sourcils se sont froncés. Elle s'est penchée en avant sur sa chaise, a demandé à Daniel si c'était exact. Il a hoché la tête lentement, a dit qu'il n'avait pas réalisé que c'était autant de fois. Porsche a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Elle a demandé à Daniel directement pourquoi il pensait qu'il continuait à utiliser le nom d'Allison. Daniel a bégayé sa réponse. A dit que le travail était stressant. A dit que le nom sonnait pareil. Alors il confondait. A dit qu'il était distrait ces derniers temps. Porsche a posé son stylo, a souligné que Rebecca et Allison ne sonnaient pas du tout pareil. Nombre de syllabes différents, sons différents, aucun chevauchement. Elle a demandé ce qui, spécifiquement dans le stress du travail, le ferait appeler, de manière répétée, sa femme par le nom de sa sœur. Daniel a ouvert la bouche, l'a fermée, a essayé à nouveau, a dit qu'il ne savait pas. Il s'embrouillait juste parfois. Porsche a demandé s'il confondait les noms d'autres personnes, d'autres membres de la famille, collègues, amis. Daniel a secoué la tête. Juste le mien et celui d'Allison. Porsche a pris une autre note. La séance a duré 50 minutes. Elle nous a donné des devoirs. Daniel devait se corriger chaque fois qu'il utilisait le mauvais nom. Corriger immédiatement. Reconnaître ce qu'il avait fait. Nous avons programmé une autre consultation pour la semaine suivante. Nous sommes rentrés à la maison en silence à nouveau. Ce soir-là, Daniel a à peine parlé. Il s'est assis sur le canapé en regardant la télé sans vraiment regarder. J'ai fait le dîner. Nous avons mangé séparément. Lui dans le salon. Moi dans la cuisine. Vers 22h, je suis allée au lit. Daniel est entré 1 heure plus tard. S'est glissé sous les couvertures à côté de moi. J'ai fait semblant de dormir. Il s'est rapproché, a mis sa main sur mon épaule, a commencé à embrasser mon cou. Je suis restée immobile, n'ai pas répondu. Il a continué. Sa main est descendue le long de mon flanc, puis il a chuchoté « Allison ». Le nom est sorti doucement contre mon oreille. Je l'ai repoussé avec force, je me suis assise et j'ai allumé la lampe. Le visage de Daniel s'est décomposé. Il a commencé à pleurer vraiment avec des larmes coulant sur son visage. Il a dit qu'il ne savait pas ce qui n'allait pas chez lui. A dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il continuait à faire ça. Ses épaules tremblaient. Je suis sortie du lit, retournée dans la chambre. D'amis, j'ai verrouillé la porte derrière moi. Samedi matin est arrivé trop vite. Jour du déménagement d'Allison. J'avais à peine dormi. Je suis descendue pour trouver Daniel déjà habillé. Il avait pris sa journée au travail. Ne me l'avait pas dit avant hier. Il mettait ses chaussures quand la voiture d'Allison s'est arrêtée dehors. Elle avait loué un petit camion. Daniel a pratiquement couru dehors. Je l'ai suivi doucement. Je l'ai observé la saluer avec un énorme sourire. Le premier vrai sourire que je voyais de lui depuis des jours. Il a pris des cartons de la chambre d'amis, les a portés dans les escaliers 2 par 2, a fait des blagues sur la quantité de choses qu'elle avait accumulées. Allison a ri, ce rire facile qu'elle a toujours eu. Daniel s'illuminait chaque fois qu'elle riait. Ils ont travaillé ensemble à charger le camion. Daniel savait exactement où chaque carton devait aller, a tout organisé parfaitement, a parlé du meilleur itinéraire vers son nouvel appartement, si elle avait besoin d'aide pour déballer. Je suis restée à la porte tenant un petit carton, voyant mon mari montrer plus d'énergie et d'enthousiasme qu'il ne m'en avait montré depuis des mois, plus qu'il n'en avait montré à notre anniversaire, plus qu'il n'en avait montré pour
Quoi que ce soit nous concernant tous les deux. Le camion s'est rempli. Daniel a fermé la porte arrière, a dit à Anne qu'il la suivrait jusqu'au nouvel endroit, aiderait à décharger. J'ai dit que je n'irais pas. J'avais des choses à faire ici. Daniel m'a à peine regardé, a juste hoché la tête et est monté dans la voiture. Je les ai regardés partir. Je suis restée debout dans l'allée vide, me sentant comme une étrangère, comme quelqu'un visitant sa propre vie de l'extérieur. La maison semblait différente avec Allison partie. Plus calme, mais pas paisible. Daniel est rentré à la maison ce soir-là épuisé. A dit que l'appartement était petit, mais sympa. A dit qu'Allison semblait heureuse d'avoir son propre espace. Puis il a commencé à demander si je pensais que l'appartement était trop petit, si elle pourrait payer avec le salaire du nouveau